ni l'homme ni la femme ne sont compétents de par leur genre, ni le genre ni le sexe ne peut justifier qu'un sexe soit plus compétent que l'autre. Ce soir, c'est sous la citation de Françoise Giroud que je lance cette soirée. La féminité n'est pas une incompétence. Ce n'est pas non plus une compétence. Alors ce soir, nous avons la chance de recevoir Louise Saint-Arnaud. Elle parcourt le monde tout au long de l'année pour présenter ses travaux sur les femmes chefs d'entreprise notamment. Aussi, je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Louise Saint-Arnaud. C'est une recherche qui a été menée notamment en France et au Québec. C'est un projet conjoint qui a démarré en France, qui a démarré à l'initiative de femmes chefs d'entreprise. Je m'intéresse beaucoup à la question du travail, notamment à la question du travail des femmes, et je souhaitais je m'interroge tout particulièrement sur ce travail de femmes chefs d'entreprise, notamment en lien avec cette liberté, autorité et autonomie que possède ce type de travail-là, pour questionner, pour voir un peu qu'est-ce que vous faites de ces marges de liberté. Et très rapidement, j'ai eu un écho, une réponse, et cette réponse a démarré ici en France. J'ai poursuivi au Québec avec une demande de financement au Centre de recherche du Canada, en sciences humaines du Canada. J'ai soumis un devis de recherche qui a été accepté. J'étais très contente parce que c'est un concours canadien, donc la thématique a vraiment porté là-bas aussi. Et donc, sans plus tarder, parce que le chrono va rouler très vite, j'ai toujours plus à vous dire. J'ai dû faire des choix horribles. Qu'est-ce que je vais dire, mais surtout, qu'est-ce que je n'aurai pas le temps de dire. Peut-être qu'on aura, si je ne parle pas trop, on aura un peu de temps pour discuter. Alors, que se cache-t-il derrière l'entrepreneuriat au féminin? Rapidement, le contexte un peu de l'étude, pour vous dire, bien évidemment que ça démarre avec l'idée que de plus en plus de femmes chefs d'entreprise, de femmes qui démarrent des entreprises. Au Québec, si on a une augmentation importante, on a au cours de la dernière décennie, on a une augmentation de 220% de nouvelles entreprises qui sont démarrées par des femmes. Je sais qu'en France, il y a des profils qui sont similaires, mais également en Europe. C'est une question qu'on ne peut plus écarter. Les femmes sont présentes et d'autant plus présentes dans le développement de l'entrepreneuriat. Les entreprises, en fait, développées sont principalement des petites et des moyennes entreprises. Faut voir, au Canada, c'est 98% de l'entrepreneuriat qui sont effectivement, de toute façon, des petites et des moyennes entreprises, dont 70% de ces entreprises ont moins de 10 employés. Mais c'est une économie extrêmement importante. C'est une économie qui apporte beaucoup de vitalité, beaucoup de créativité, mais aussi qui permet de vitaliser la communauté, les régions. Donc, c'est vraiment important de s'y intéresser, de s'y attarder. Mais évidemment, encore une fois, on a une conceptualisation encore beaucoup centrée sur l'entrepreneuriat mené par les hommes. On a des recherches qui sont amorcées, mais on n'a pas beaucoup questionné quel est ce travail. Entrer un peu, on n'a pas eu le temps encore d'ouvrir tant que ça la boîte noire et d'aller voir qu'est-ce qui se fait exactement comme travail et comment les femmes s'y prennent. Le design de la recherche, rapidement, mieux comprendre le travail des femmes chefs d'entreprise. J'ai réalisé une centaine d'entrevues, avec 70 entrevues qui ont été faites spécifiquement avec des femmes, mais je voulais aussi, pour avoir un peu de relief, rencontrer des hommes chefs d'entreprise. Ce n'est pas une analyse qui se voulait nécessairement comparative, c'est vraiment sur la question du travail des femmes, mais c'était intéressant d'avoir aussi des hommes pour bien lier, pour mieux comprendre. J'ai aussi eu l'occasion de faire des entrevues de groupe avec des femmes, un groupe en France et 2 groupes au Québec, pour valider un peu, je vous disais, deux pays, Canada et France. La définition, qu'est-ce que c'est chef d'entreprise? Eh bien, la définition que j'ai utilisée, c'est avoir fondé, acheter ou accepter en héritage une entreprise, en assumer les risques et les responsabilités administratives, sociales,
avec ou sans employés. Donc, mais aussi détenir, j'ai retenu particulièrement les chefs d'entreprise qui détenaient une part d'au moins 50% et aussi qui avaient une expérience de 2 ans. Je vais très vite pour vous présenter rapidement la différence un peu entre les groupes, entre les femmes et les hommes. Concernant le nombre de salariés, les femmes avaient un peu moins de salariés. Certaines ont aucun salarié, mais en fait c'est intéressant parce que plusieurs ont évolué vers des pratiques plutôt de sous-traitance. Elles avaient des salariés, maintenant elles s'en vont dans d'autres formules d'entrepreneuriat. Peu de différence au niveau de l'âge, par contre les hommes ont un peu plus d'expérience. On sait que les femmes entrent souvent un peu plus tard dans l'entrepreneuriat pour certaines. Au niveau du statut marital, eh bien, les femmes rencontrées sont plus nombreuses à vivre seules. Alors que pratiquement tous les hommes vivent maritalement. Et j'avais le tiers en fait des femmes qui, en fait c'est intéressant, qui ont un conjoint qui est également chef d'entreprise. En ce qui concerne les enfants, la plupart ont des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une très grande majorité ont des enfants de moins de 18 ans. C'est donc une charge active chez nos femmes chefs d'entreprise. J'avais aussi 13 des femmes rencontrées qui ont un statut monoparental. Vite, l'origine de l'entrepreneuriat, il y a des créateurs et des repreneurs, soit des créateurs qui ont développé un produit ou un service, ou encore des créateurs issus de professions libérales ou de métiers plus spécialisés, et des repreneurs, soit qui ont acheté une entreprise ou encore qui ont reçu en succession familiale. La tendance du côté des femmes, c'est la même chose en France et en Europe, c'est surtout de créer, de développer à partir de zéro, de créer son entreprise. J'ai fait une espèce de tableau à pastilles pour vous montrer tous les types d'activités qui étaient regroupés. En fait, les femmes se retrouvent plus du côté gauche. Elles sont plus nombreuses dans le secteur, évidemment, des services, notamment services professionnels, techniques, dans le commerce, l'hôtellerie, la restauration. Des secteurs, évidemment, où la relation avec la clientèle est effective, donc qui fait appel, qui vient mobiliser des habiletés relationnelles. Dans le secteur de la création, la fabrication de produits, elles sont un peu plus nombreuses à fabriquer des produits sur mesure ou à fabriquer des produits plus artisanaux, alors que les hommes sont un peu plus nombreux du côté de la production de matériaux industriels, bien que j'ai quand même des femmes qui sont dans la construction et en électricité, qui a une entreprise de plomberie, donc on retrouve aussi des femmes dans le secteur de la construction. Les particularités dont j'ai le temps un peu de vous parler aujourd'hui, en fait, une des grandes spécificités, le travail de chef d'entreprise se caractérise vraiment, notamment au sein des petites et des moyennes entreprises, par un investissement marqué dans plusieurs sphères d'activité. C'est rare qu'on a un travail qui vient nous mobiliser dans une si grande variété de sphères. Donc, on peut passer de la production à l'administration, au secrétariat, à la relation avec la clientèle, au management avec les employés, à la planification, à l'organisation du travail. Donc, il y a des multiples sphères d'activité qui sont mobilisées. Toutes ces sphères sont appelées à faire partie de l'agenda des hommes et des femmes chefs d'entreprise. Je parle souvent des petits détails aux grandes décisions et notamment un des liens qui a permis à Violette de se lier à moi, c'est à travers les travaux d'Olivier Torres. Olivier Torres qui dirige l'Observatoire de recherche sur la santé des dirigeants. Il parle de l'effet de proximité, notamment pour caractériser le travail dans les petites et moyennes entreprises. Vraiment pour caractériser en fait un travail où est-ce qu'on parle d'une proximité à la fois physique, hiérarchique, mais aussi temporelle. Les organisations, on parle beaucoup d'organisations qui sont absolument très centralisées, des organisations peu hiérarchisées, souvent peu spécialisées, hyper réactives, avec une communication simple, directe, d'une perspective aussi très proximale, centrée sur la tâche, sur les opérations. La chef d'entreprise, elle peut passer d'une sphère à l'autre, elle va passer d'une tâche à l'autre, souvent en simultané. Donc c'est vraiment un travail très particulier, où est-ce qu'on va passer des petits détails aux grandes décisions dans la même journée, dans la même heure,
Et c'est vraiment ce qui amène souvent ce travail. Les chefs d'entreprise sont appelés à sortir constamment de leur zone de confort, à être souvent confrontés à un tas d'exigences sur lesquelles on n'a pas nécessairement la réponse, on n'a pas nécessairement la compétence, on n'a pas nécessairement la formation. Donc ça vient vraiment mobiliser une multitude de savoir-faire. Et lorsqu'on commence à prendre un peu la main sur un dossier, les choses se transforment, les choses bougent. Donc on peut dire que c'est un travail qui est hyper sollicitant au niveau cognitif, au niveau des habiletés. Et ça, c'est vraiment particulier. C'est un métier qui a ses propres spécificités, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres activités. Mais à ces 8 sphères d'activité qui déjà emplissent l'agenda mur à mur, s'ajoute, pour les femmes chefs d'entreprise, la 9e sphère. La 9e sphère qui est le projet familial et le travail domestique. C'est une sphère d'activité à part entière. En fait, et qu'elles aient ou non des enfants. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. C'est une sphère, en fait, qui est intégrée, est interreliée. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau pour moi, de voir cette forme d'organisation du travail. C'est vraiment quelque chose qu'on ne rencontre pas. À mon avis, on touche quelque chose qui vaut la peine de pousser un peu plus loin. En fait, c'est pas seulement qu'une sphère, c'est pas seulement... Ouais, c'est bon, on se suit. C'est pas seulement une sphère qui est articulée au projet d'entreprise, mais comme on va le voir dans la plupart des organisations, les femmes cadres dans les grandes entreprises qui vont articuler le projet familial à leur vie professionnelle. Dans ce cas-ci, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une sphère à part entière qui est intégrée au projet d'entreprise, à la fois dans des modes d'organisation, de proximité de lieu et d'espace, où est-ce que pour beaucoup d'entreprises se sont développées avec le bureau, l'atelier à la maison, ou encore en proximité géographique, pour pouvoir faire des passages fréquents, avec des rythmes et des temps qui sont adaptés au projet familial, des ajustements constants des horaires, des besoins, des activités familiales. Et je parle aussi des activités qui vont inclure de plus en plus l'attention portée ou même aux parents vieillissants. Des ajustements qui sont régulés au sein même de l'entreprise et auxquels les employés peuvent être amenés à prendre part. Et ça, c'est presque du jamais vu dans nos organisations. Il y a une perméabilité aussi très forte au niveau des sphères, où est-ce que tout au cours de la journée, il y a des activités qui se font du côté du projet familial, travail domestique, et à la maison, il y a des activités du travail qui se font. C'est intéressant parce qu'en même temps, les femmes ont en quelque part un pouvoir, le pouvoir de légitimiser à l'intérieur de l'entreprise le projet familial et une partie du travail domestique, alors que normalement, ce qu'on attend des femmes, notamment, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes cadres, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles rendent invisible cette dimension de leur vie, qu'elles arrivent à bien gérer au maximum la capacité qu'elles ont de s'occuper des 2 sphères, mais en la rendant totalement invisible au travail. Alors que là, c'est vraiment particulier, il y a une capacité de mise en visibilité des exigences domestiques. Et cette mise en visibilité fait en sorte qu'on va même avoir des pratiques de coopération à l'intérieur de l'entreprise. Alors, j'ai vu des entreprises, on a un petit bébé ici ce soir qui témoigne que ce que je dis est possiblement vrai. C'est un jeune homme, peut-être va-t-il entendre aussi toutes sortes de choses ce soir. Je ne sais pas. Et c'est intéressant parce que le fait d'entrer, de légitimer, d'avoir une place pour parler de cette sphère-là, des préoccupations, de la manière de l'organiser. Il y a des enfants qui viennent le soir, ils finissent l'école et ils viennent à l'entreprise. Ils font leurs devoirs à l'école. Dans les journées pédagogiques, ils viennent à l'entreprise. On a aussi des employés qui savent qu'à telle heure, il va falloir prendre le relais de la patronne, de la chef, parce qu'elle va devoir quitter. Donc, il y a vraiment des rapports de coopération qui permettent d'une certaine manière, en fait, de redéfinir l'organisation du travail. Je laisse parler un peu les femmes. Elisabeth, d'un cabinet de consultants, elle dit, pour les femmes, créer son entreprise, c'est savoir gérer son agenda avec l'entreprise familiale.
Il faut arriver absolument à trouver des engrenages qui puissent se mettre les uns avec les autres. Pour un homme, je ne suis pas sûre que ce soit comme ça. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe pour ces messieurs? Eh bien, pour la plupart des hommes, pour tous les hommes rencontrés, le projet familial, effectivement, c'est pas statistiquement significatif. Hein, j'avais que 30 hommes, 70 femmes. Mais les 30, la sphère domestique, elle est complètement à l'extérieur, elle est périphérique. C'est intéressant parce que près du tiers des hommes ont une conjointe à la maison à plein temps qui s'occupe complètement de la sphère domestique et les responsabilités familiales. Donc on dit les hommes sous-contractent à leur conjointe et les femmes chefs d'entreprise vont sous-contracter à d'autres femmes. Simon, service d'architecture, j'ai enlevé certains éléments. En fait, je vais vous dire ce que j'ai dit que je ne dirai pas. Vous l'avez dit, ma blonde, elle est comme maman. Quand je suis là, les couches, je m'en occupe à 80%. Mais c'est sûr que moi, j'arrive, mon souper, il est fait, puis la vaisselle, il est faite, puis aussi le lavage. Une des raisons pour lesquelles ma blonde reste à la maison, c'est pour me faciliter la tâche aussi. Donc, le rapport au travail, en fait, ce qui a été le rapport au travail, les fonds d'entrepreneuriat, rapidement, les éléments déclencheurs du côté des femmes, ce qu'elles disaient, le besoin d'autonomie, de liberté, mais également l'envie de relever des défis, d'innover, de créer, de faire un travail plus humain, c'est parmi les principaux motifs pour entreprendre. Alors que du côté des hommes, évidemment, le besoin de devenir son propre patron, le goût d'être à son compte, le désir de liberté, d'indépendance financière, mais aussi le désir de s'enrichir sont parmi les motifs pour entreprendre. Dans l'analyse et dans tout le travail, on en est venu à regrouper, en fait, à identifier 4 profils d'entreprise. 4 profils qui se distinguent. Donc, l'axe 1 est centré sur l'objet de production et le monde relationnel, alors que l'axe 2 est un peu plus centré du côté du monde des affaires, mais en continuité avec l'objet de production et le monde relationnel. L'axe 3 est axé sur le monde des affaires avec une mise à distance de l'objet de production et du monde relationnel, alors que le profil 4 est axé complètement sur les affaires en rupture complète avec l'objet de production et le monde relationnel. Le profil 1, axé sur l'objet de production et le monde relationnel, c'est en fait, c'est vraiment le travail qui est au cœur de la production. Les femmes chefs d'entreprise et les hommes, parce qu'il y a des femmes et des hommes dans ces activités, mais je vous donne tout de suite pour pas vous fou. En fait, ce qui a été la réponse ce qui a été la surprise de cette étude, c'est que les femmes, je les retrouve, les 70 femmes se retrouvent dans les profils 1 et 2. J'ai aucune femme dans le profil 3 et 4, alors que les hommes sont répartis moitié-moitié dans le profil 1 et 2 et dans le profil 3 et 4. Donc ça a été, c'est intéressant, ce sera un thème à discuter. Le profil 1, c'est un profil, un travail qui est vraiment au cœur de la production. C'est vraiment dans le faire. On a la main à la pâte, parfois parce qu'il n'y a pas d'employés, on fait toutes les étapes du processus de production, donc on est beaucoup dans le faire. Mais aussi, souvent même, lorsqu'il y a des employés, c'est pour le plaisir du faire, rester en contact, créer, parfois en lien avec une expertise, une géomètre, une architecte, et reste relié à son objet de production. Et pour certaines aussi, c'était pour gagner aussi en crédibilité, donc en contact avec le faire sur le terrain. Brigitte, gestionnaire d'une entreprise de bâtiment de holding, elle dit « Je considère que je ne peux faire travailler mes salariés que si moi-même je suis capable de leur montrer que je sais faire leur travail. Donc, je sais conduire un camion, me servir d'un élévateur, décharger un camion, remplacer la comptable. » Mais c'est aussi, l'axe 1 présente aussi une mode d'organisation, un profil d'entrepreneuriat qui s'organise avec des choix d'entreprise qui vont prendre en compte la qualité du travail et de leurs produits. Donc, ce que j'ai trouvé, il y a une préoccupation marquée pour la qualité de ce qui est fait. Il y a vraiment, chez ces femmes chefs d'entreprise et aussi les hommes qui sont dans ce groupe-là, elles deviennent très, très, très exigeantes elles font très peu de concessions sur la qualité des produits.
sur la manière dont le travail se fait. Donc, il y a beaucoup de temps qui est mis à développer, à s'assurer que le travail est pas seulement bien fait, mais que le travail est beau. Il y a une attention, il y a beaucoup de temps qui est mis sur l'esthétique, la présentation des produits, la finition des objets, la qualité de présentation. Il y a un sentiment de fierté à l'intérieur de ce profil d'entreprise-là. Et il y a aussi beaucoup d'efforts qui est mis pour transmettre ces valeurs du travail bien fait, mais aussi du beau travail aux collègues et aux employés qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc, ça occupe une place importante. Christopher, commerce de piscine, il dit « Je ne mets pas d'objectif. Je veux... » Oui, c'est bon. « Je veux que le travail soit bien fait. Bon, il ne faut pas que je mette 3 jours. Si je peux le faire en 2 heures, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'ils mettent... Mais s'ils mettent 2 heures et demie, ben moi, je m'en fous. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le travail soit bien fait. J'ai toujours été exigeant au niveau de la qualité. Quand on part d'un chantier, je veux que ce soit nickel. J'ai l'amour du travail bien fait. Si c'est mal fait, ils m'auront sur le dos. Ils m'auront sur le dos. Pas que je donne des délais, mais bon, je me dis, si quelqu'un me dit « j'ai pas eu le temps », mais non, ça va pas passer. Nadia, dans le commerce de meubles d'électro, elle disait « Je ne vendrai pas un produit à quelqu'un parce que c'est celui-là qu'il faut sortir. Je vais lui vendre parce que ça va être beau chez lui, qu'il va l'aimer. Quand j'emménage le magasin, je le fais comme si c'était chez moi, que j'aime ça et que je trouve ça beau. Si c'est super beau chez tout le monde, eh bien moi, ce serait mon monde idéal. » Puis les salariés savent que c'est comme ça. On travaille vraiment en équipe. Donc, il y a toute une transmission de l'intérêt porté par le chef. Il y a aussi des choix d'entreprise qui s'inscrivent dans la relation personnelle. C'est très lié. Une place importante est accordée à l'équipe. Il y a certaines femmes chefs d'entreprise qui parlent souvent d'un rapport égalitaire. On est beaucoup dans l'écoute, on est beaucoup dans l'échange, on est beaucoup dans le travail de coopération. Il y a aussi des liens qui se créent. Ce sont des équipes de travail qui tissent des liens très forts. Parce qu'évidemment, on travaille ensemble sur le terrain, sur le travail réel. Et donc, il y a des liens qui sont là et qui engagent aussi un sentiment de responsabilité. Donc, et les conséquences, évidemment, notamment, ce sont des chefs d'entreprise qui sont un peu plus prudents pour privilégier, en fait, la pérennité de l'entreprise. Donc, il y a un lien qui est fait pour s'assurer qu'on va préserver le travail, qu'on va préserver les employés. Et donc, ce lien-là, il est manifeste. Benoît, entretien de poids lourd, il dit « Tous les matins, je passe à la boulangerie. Les croissants, les pains au chocolat, le café, tout ce qu'il faut pour tout le monde. Je vois ces gros groupes, il y a des machines à café, il y a des pièces à mettre dedans, il n'y a personne qui te sert. Moi, le café, c'est moi qui le sers. Je ne sais pas s'il sert aussi le café à la maison, mais en tout cas, au travail, ça y est. Un sucre, 2 sucres, un café long, un café court. J'ai envie de garder cette dimension humaine parce que ça fait la différence. Nous, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas philanthrope. On est là pour gagner de l'argent, mais je ne pense pas qu'il faut mettre l'argent au milieu, au centre de la société. Dina, le service de laboratoire, elle disait « J'ai décidé de faire du management où je mets tout le monde pareil. Je leur dis qu'on est une équipe, j'essaie de leur donner de l'importance. Je ne fais pas de management pyramidal, en fait, où il y a le chef, le sous-chef et le sous-sous-chef. J'essaie que tout le monde soit dans la même mouvance, que tout le monde participe. Et les salariés apprécient énormément. L'axe 2 est très lié à l'axe 1 au niveau de l'intérêt pour la qualité de l'objet de production, mais il se distingue notamment par la place à la délégation. Donc, on a une ouverture sur les affaires. Souvent, l'entreprise est un peu plus grosse. Il ne faut pas croire que dans l'axe 2 notamment, l'axe 1 et 2, mais surtout le 2, oui, qui est souvent une entreprise qui va grossir, que l'axe 3 et 4, le profil 3 et 4, pardon, ce sont des entreprises qui sont économiquement plus performantes. Non, on peut avoir des multinationales dans l'axe 2, dans le profil 2. C'est pas une question de grosseur d'entreprise. C'est vraiment une question de relation avec l'objet de production. Le profil 2, il y a une ouverture sur les affaires. On sait faire, mais on va faire. Il y a un processus de délégation qui est conditionnel, évidemment, au lien de confiance. Confiance en quoi?
la capacité qu'on a de transmettre à la personne qui va prendre la responsabilité les valeurs que l'on porte, à savoir un intérêt marqué sur la qualité du travail, sur le travail qui est bien fait et sur le beau travail. Donc, c'est vraiment une relation de délégation, mais qui est liée à la capacité de développer un sentiment de confiance envers les personnes qui sont capables de bien comprendre la vision et les orientations. Donc, on demeure toujours très attentif aux façons de faire. Il y a une relation qui reste très dynamique. Jacinthe, dans un commerce pharmaceutique, elle disait « J'ai un comptable, les achats sont délégués à ma gérante, mais je vérifie, je touche et je mets mon nez un peu partout. » Donc, dans le profil 2, on reste lié à l'objet de production, on reste présent, on retourne, on revoit. Il n'y a pas personne qui s'occupe de mes affaires sans que j'y vois, j'ai un œil partout. Et ils vont toujours prendre un peu de temps, rester sur le terrain, rester près des activités. Ryan, service d'excavation, disait « Je suis capable de déléguer, mais je suis encore beaucoup sur le chantier aussi. C'est sûr que je n'ai pas le choix de déléguer à un moment donné, je ne peux pas faire tout non plus, mais j'ai confiance en mes gars. » Et Alexandre, c'était très beau, Alexandre, je l'ai mis parce que j'ai bien aimé. Il dit « Celui qui croit que son rôle de chef d'entreprise s'arrête à dire « Toi, tu fais ça. Toi, tu viens ici. » Il n'a rien compris. Je dis souvent à mes directeurs, lorsque je les forme, qu'il faut expliquer à l'employé. Être capable, quand on est chef, de montrer à l'employé qu'on sait faire. Et pour ça, il faut lui expliquer comment il faut faire. Il ne suffit pas d'aller voir l'employé, « Ouais, t'as acheté ça, t'as fait ci », mais il faut aussi lui expliquer. Donc, cette relation de proximité, du montrer, de la compétence dans la manière de travailler, elle va rester liée dans le profil 2. Alors que, donc on voit, c'est vraiment des choix d'entreprise qui lient en fait le profil 1 et 2, ce sont des choix d'entreprise qui vont lier le monde relationnel et la relation à l'objet de production, à travers évidemment dans le profil 2 une attention plus grande aux activités de supervision, de transmission, mais qui reste entièrement relié à ce qui est produit, à ce qui est fait. Un sentiment de responsabilité par rapport à l'objet de production. Bruno disait, on a les employés, on les connaît aussi pour développer l'entreprise de façon plus importante, mais bon, ça ne nous intéresse pas plus que ça. On est attentif pour qu'il y ait un équilibre. On a privilégié au niveau de la production la qualité et donc ça limite par rapport au prix, ça limite la clientèle évidemment. On a même adapté la taille de l'entreprise à nos capacités physiques. Il y en a qui sont capables de se lever à 4 heures du matin et de travailler jusqu'à 8 heures du soir. Moi, je ne suis pas capable, à part de m'épuiser. Donc, je l'ai pris, je l'ai gardé parce que c'est un homme qui disait ça, alors qu'ils sont quand même mur à mur avec une absence de la 9e sphère. Et donc, je trouvais quand même intéressant. Eliane, courtière immobilière, il disait « Ouais, je pourrais vendre tout, n'importe quoi, mais je ne sais pas faire. Il faut que je sente les choses, que je les maîtrise. Je ne sais pas vendre tout, n'importe quoi. Il y a des choses que je ne fais pas. J'ai fait mes choix. Je me suis mis une éthique de ne pas faire n'importe quoi. C'est important pour moi. » Et Nathan, fabrication de produits portes et fenêtres, il disait « Le chiffre d'affaires, on peut le faire n'importe quand. » Donc, ce n'est pas une question de ne pas pouvoir, de pas... Mais ce n'est pas ça qui est mon but premier. Mon but, c'est de continuer à travailler, puis de me donner une bonne qualité de vie, autant personnelle que de groupe. C'est-à-dire avec les gens avec qui je travaille. Je veux qu'on ait une belle qualité de vie, puis qu'on ait toujours du plaisir à travailler. Ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent possible, c'est ma vision. Donc, dans le groupe 1 et 2, on voit ce lien avec le monde relationnel, avec l'équipe, avec la façon de faire, avec l'esprit d'équipe et aussi avec l'objet de production. Dans le groupe 3, il y a une mise à distance progressive qui est faite. On est très axé sur le monde des affaires, mais il y a une mise à distance, le plaisir se déplace. Il y a une mise à distance avec le terrain et il y a aussi un passage de l'objet de production aux objectifs de production. Il y a un déplacement et le plaisir au travail, ce qui mobilise, change, bouge. On délaisse de plus en plus ce qui est fait, de la manière dont c'est fait, et on a un intérêt de plus en plus grand pour les activités de standardisation, des façons de faire, le suivi des performances. Donc, c'est pas, il n'y a pas d'axe meilleur qu'un autre, c'est de voir, c'est intéressant, c'est de voir ces déplacements-là qui sont faits. Il y a une préoccupation plus marquée pour la croissance économique qui devient l'objet
C'était intéressant parce que j'avais des entreprises 2 et 3, exactement le même type d'entreprise et celui de l'entreprise menée, ça ressemble un peu à des franchises vous avez la Brioche Dorée, entre autres, ici en France. Donc, c'est des entrepreneurs qui sont franchisés. Alors, la femme chef d'entreprise, elle a 5 ou 6 franchises et l'homme chef d'entreprise en avait 3. Il est dans le profil 3, alors qu'elle, même si elle fait une plus grande production, elle est restée dans le 2. C'est pas une question comme je vous disais, c'est pas une question économique. Alors Mathias, il dit, avec la structure de l'organisation, aujourd'hui, ça me permet de prendre une ressource, de la mettre avec des objectifs plus précis. Puis elle, la ressource, elle a un objectif, elle est vouée à se démarquer, puis à se développer là-dedans. Ça évite de tirer dans tous les sens. Pour être performant, ça prend des objectifs bien précis. On retrouve évidemment les objectifs de production dans les axes 1 et 2, mais on voit un déplacement du côté de l'objet de production. Tommy, fabrication forestier, je gère beaucoup par objectif, par tableau de bord. On regarde 5-6 chiffres toutes les semaines. On essaie de gérer de cette manière. La finance, trouver du financement, c'est vraiment pour moi la force. J'ai toujours aimé cela. Je trouve que l'on peut sauver beaucoup d'argent en ne faisant pas grand-chose. Donc l'intérêt, le plaisir au travail va se retrouver dans les pratiques de gestion, dans d'autres formes beaucoup moins reliées à l'odeur du produit, à la qualité de ce qui est fait, aux couleurs, à la présentation des matériaux. Il y a un management de proximité qui va passer plutôt à une gestion des ressources humaines, à un management des ressources humaines, une place importante qui est accordée à la délégation des tâches et des responsabilités, une perte de contact progressive avec l'équipe. Donc, dans mes franchisés de la Brioche Dorée, notre entrepreneur ne connaît pas le nom de son personnel, il ne connaît pas tout son personnel. Alors que la femme chef d'entreprise, même si elle a 2 fois plus d'entreprises, elle connaît tous les employés. Il y a une mise à distance. Le rapport de communication passe aussi d'une écoute d'échange plus dynamique à une transmission d'attente, à des transmissions plutôt du côté des consignes. Il y a une augmentation, un intérêt pour l'augmentation aussi du rythme de production. Nicolas, justement, qui disait, moi, le samedi matin, je vais déjeuner dans un de mes restaurants, ça me permet de voir un peu le personnel qui est en place. Des fois, je rencontre des salariés, mais je ne sais pas qui ils sont, parce que c'est mes gérantes qui les ont engagés. Ce sont mes gérantes qui s'en occupent, puis je les forme. Je forme les gérantes. Je n'interviens pas directement avec le personnel. Alors que je pense, parce que le temps s'écoule, si on va avoir le temps de quelques questions, je vous enlève malheureusement le dernier verbatim. Pour terminer avec l'axe, le profil 4, qui est un profil qui est complètement en rupture avec le monde relationnel et l'objet de production. C'est des nouvelles façons de travailler, une rupture complète. Et la place prépondérante est accordée à l'investissement et à la performance. En fait, c'est des entrepreneurs qui vont passer d'une entreprise à une autre. Peu importe ce que l'on vend, l'important, on est dans les formes. Ce qui fait plaisir, c'est l'achat, la revente de l'entreprise comme telle. En fait, l'entreprise peut presque tourner toute seule. Lucas, dans la construction de bâtiments préfabriqués, il disait, moi, quand j'avais mes animaleries, puis je suis tombée dans l'encadrement, ben, le monde disait, ben, tu vends des chiens, des chats, des oiseaux, ben, comment ça tu vends des cadres maintenant? Eh bien, c'est une compagnie qui était très bien établie. Alors, il y avait des bons employés sur place et moi, j'ai toujours été capable de m'entourer de bons employés. Donc, ce n'est pas nécessairement le lien avec l'objet de production, mais c'est le travail d'achat et de vente, de fonctionnement d'entreprise, l'une des particularités pour certains. Dylan, dans la restauration rapide, disait que je sois au travail ou que je n'y sois pas, c'est pareil. Je n'ai pas de tâche à moi. Mes collaborateurs me supplient dans tout. Les collaborateurs ont grandi complètement pour me remplacer. Donc, je terminerai en vous disant que, en fait, notre travail de recherche nous a vraiment permis de repérer ces 4 profils d'entrepreneuriat et d'avoir un peu la surprise de voir que les femmes avaient tendance à se retrouver, en fait, les 70 femmes rencontrées se sont retrouvées dans les profils 1 et 2. Donc, je me demandais qu'est-ce qui se cache derrière l'entrepreneur au féminin, quel est l'intérêt, quel est le lien, qu'est-ce qui fait qu'on a maintenu ce travail en lien avec la relation d'objet.
À l'inverse, qu'est-ce qui fait que certains chefs d'entreprise vont plutôt choisir de céder l'objet de production et le monde relationnel pour s'engager dans d'autres formes d'entrepreneuriat? Quel est le passage de un à l'autre? Qu'est-ce qui nous amène à choisir de rester d'un côté ou de l'autre? C'est quand même pas une étude quand même statistique. J'ai fait des entrevues individuelles, donc ce serait à valider, mais je reste quand même sensible à l'expression différenciée des manières de s'engager et de s'inscrire dans l'entrepreneuriat que j'ai observé en réalisant ces entrevues. En fait, je me suis demandé si, et la particularité, c'est aussi le lien, l'intégration de la 9e sphère. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un lien. C'est-à-dire que le fait qu'elle n'ait jamais engagé même une rupture avec la 9e sphère, ses habiletés d'intégration, peut-être quelque chose à voir aussi avec cette perspective du travail intégré qui maintient une intégration avec le monde relationnel et avec l'objet de production. C'est quand même aussi très intéressant au niveau de l'entrepreneuriat social et de l'intégration dans la communauté, de savoir ce que l'on produit, à qui, comment. Il y a tout un lien qui est maintenu aussi à l'intérieur de l'activité économique et sociale. Donc, sur ces questions-là, il y a quand même beaucoup à dire. C'est intéressant aussi d'avoir pu reprendre la main d'une certaine manière sur le travail domestique et le projet familial et de réintégrer, en fait, de se donner des marges de manœuvre pour préserver aussi ce qu'elles aiment. Et donc d'arriver à avoir peut-être une articulation peut-être plus saine de ce côté-là. Je crois que les femmes, il y a un gain vraiment du côté de l'émancipation. Mais je terminerai avec les jeunes. Je terminerai avec l'arrivée des jeunes. Parce que j'ai beaucoup, dans ma charte de recherche, elle porte sur l'intégration professionnelle. Je m'intéresse beaucoup aux nouvelles entreprises, aux nouvelles formes d'entrepreneuriat, aux mutations du travail. Et l'arrivée des jeunes, il y a une demande très très forte. Les jeunes, on observe chez eux non seulement dans les études qui ont été menées au Québec, mais aussi les études qui ont été menées en Europe, également en France. On voit de plus en plus les jeunes, ils ont une conception de la vie et des valeurs qui sont organisés autour de plusieurs sphères. En fait, ils ne veulent rien lâcher. Ils ne veulent céder sur rien. Mais c'est quand même intéressant, parce qu'ils veulent aussi mener plusieurs projets en même temps. Ils sont beaucoup plus dans une idée ou un désir, ils passent beaucoup plus de la rupture à l'intégration de ces multiples sphères. Et là, on parle d'une identité qui se veut de plus en plus plurielle, qui intègre plusieurs facettes, à la fois le monde familial, les loisirs et le travail, et qui viennent lier autrement leur investissement dans le monde du travail. Et moi, cette perspective-là m'a permis de dire, bon, mais écoutez, la façon dont les femmes engagent ces processus d'intégration du monde du travail avec le monde relationnel et aussi avec le lien avec la production, me dit qu'on est beaucoup plus du côté de l'innovation. C'est plus progressiste, on est plus du côté de l'avant-gardisme que du côté d'un aspect plutôt rétrograde, où est-ce qu'ils se mettent finalement à tout faire, à lier et à s'intégrer. Et je pense que maintenant, il y a peut-être quelque chose d'intéressant avec l'arrivée des jeunes, la demande qu'ils ont. Et ça m'a donné beaucoup de perspectives positives d'avenir, un développement de l'entrepreneuriat qui a énormément de potentiel et qui peut être très florissante et qui intéresse beaucoup les jeunes. Les jeunes s'intéressent particulièrement au développement de leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Peut-être ces formes d'intégration, ces nouvelles formes d'entrepreneuriat, où est-ce qu'ils vont pouvoir se développer à l'intérieur d'une organisation du travail qui ne va pas les rendre aussi malades, même si c'est quand même des gros mandats. Merci de votre attention. En fait, elle peut paraître complètement utopiste, parce que c'est vrai que le travail a une connotation très négative à la base, tout le temps.
Mais aujourd'hui, je pense que les mentalités évoluent. On l'a vu tout à l'heure dans la discussion, notamment avec la nouvelle génération, les jeunes qui aujourd'hui recherchent avant tout à s'épanouir dans le travail, pour un travail qui leur plaise davantage, qui répond plus à leurs rêves quelque part. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est important de vraiment s'épanouir dans son travail, parce que si on aime ce qu'on fait, on le fait bien, on le fait avec entrain, avec passion, avec envie, et cette envie, elle est communicative. L'enthousiasme génère l'enthousiasme. Donc c'est pour ça que c'est s'approcher au plus de cet objectif, de faire des choses qu'on aime, tout simplement. Anne-Sophie Panseri, vous êtes PDG d'une PME lyonnaise de 125 salariés, je ne me trompe pas cette fois-ci. Société Maviflex, spécialisée en fabrication de portes rapides en métal pour isolation thermique ou phonique entre deux espaces de travail. C'est dans les supermarchés, ces magnifiques portes tout d'un coup qui nous font peur quand on cherche Qui vous font peur. quelque chose. Comment ça? On entend ce déroulement. Élue CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et CCIR. Présidente nationale des femmes chefs d'entreprise, qui est un réseau international. Comme phrase, vous avez choisi, en 2017, ne suivez pas les routes toutes tracées. Au contraire, allez là où il n'y a pas de route et commencez à creuser le chemin. Est-ce que vous pouvez commenter votre choix ? Écoutez, c'est une phrase qui me ressemble. En tous les cas, je pense qu'on a besoin de sortir de notre cadre et d'oser faire et d'oser agir. Et je trouve cette phrase très belle. Il y en a assez d'être toujours dans le linéaire du bien faire et que chacune, on doit trouver sa place et l'action qu'on a envie de mener et pas suivre de façon bête et disciplinée le plus grand nombre. Voilà, donc je me la suis appropriée pour les vœux de début d'année et voilà. Vous inscrivez dans la créativité et l'innovation. C'est essentiel pour créer le modèle qu'on va vouloir aussi de l'entreprise. On a des magnifiques enjeux pour moi. On est en train de passer dans une nouvelle organisation du travail. Je pense qu'on avait un avant et on va construire autre chose. On est à une époque qui est pour moi source de motivation et la nécessité absolue de nous les femmes nous impliquer dans cette nouvelle organisation du travail. Pour rebondir sur ce que disait Louise, je la rejoins complètement sur la nouvelle génération. Je pense que c'est la plus belle chose qui nous arrive et que enfin les femmes ne vont pas être seules dans cette revendication d'organisation et que la nouvelle génération n'a pas envie de céder sur rien, mais nous non plus. Enfin, moi, je considère que j'ai envie de céder sur rien du tout. Je veux réussir ma vie personnelle. J'ai 3 enfants, je suis très impliquée dans le monde associatif, dans les mandats patronaux. Et je pense que le premier mot peut-être à supprimer de notre vocabulaire, c'est la culpabilité. Je l'ai entendu tout à l'heure. Et je pense que c'est vraiment déjà une première discipline. On doit être fier de l'ambition qu'on a. On n'a pas à se questionner sur est-ce que je suis vraiment capable de faire ceci ou cela. Et je pense que plus que... je ne suis pas toujours d'accord moi, sur les analyses où on nous met encore dans des cases. Les femmes sont comme ci, vont sur ces métiers. Je pense qu'il faut aussi être un peu en opposition sur ces modèles où on essaye de nous expliquer comment on est, nous les femmes, par une typologie. Je pense qu'on est ce qu'on est par l'éducation qu'on a eue, par l'histoire qu'on a aussi, parce qu'on évolue. Moi, je ne suis pas la même qu'il y a 10 ans. Je suis beaucoup plus engagée aujourd'hui qu'il y a 10 ans, voilà, parce que j'ai eu un parcours, parce que j'ai eu la rencontre avec les réseaux de femmes, notamment, qui m'a fait vraiment bouger sur ma posture, parce que j'ai un papa qui nous a élevés aussi dans les femmes, les hommes à la maison, c'était pareil. J'ai jamais eu de différence avec mon frère. Et c'est moi qui l'ai appelé quand j'ai repris la boîte familiale, d'ailleurs, en l'occurrence. Et donc, ouais, je combats un petit peu aussi, moi, cette image de se dire... moi, je me retrouve en 3 et en 4 aussi, sur certains domaines de mes compétences et de mon déroulement d'activité. Et je pense que voilà, on est ce que la vie nous donne, les rencontres qu'on fait, et on évolue aussi beaucoup avec le temps. Alors vous parlez de votre investissement dans l'entreprise, dans votre famille, dans les associations,
j'ai envie de vous dire, la gestion du temps, comment vous faites? Je pense qu'il y a plein de femmes qui seraient preneurs. Alors d'abord, si j'étais la blonde du monsieur, je le vire. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être clair avec nous-mêmes, avec ce qu'on veut de nos vies. Et a priori, nos maris, on les choisit. Donc je pense qu'il faut aussi organiser la vie familiale avec ce qui correspond à nos valeurs et les partager avec nos maris. Le mien, il a 13 ans de plus que moi et c'est pas ma génération. En plus, c'est un rital, donc je peux vous dire que genre... et même pourtant, pourtant je l'ai gardé. On a 3 enfants, on a 21 ans de mariage, même plus maintenant, 23, ouais. Passe vite le temps. Et on partage tout. Et il n'a pas cédé sur sa réussite professionnelle, j'ai pas cédé sur la mienne. Il y a des moments où il y a un arbitrage d'un côté ou de l'autre. On partage nos agendas, on les croise dans tous les sens. Mais pour moi, c'est ça la vie. Et jamais je me pose le... Enfin, pour moi, tout ce que je fais, tous mes investissements dans les réseaux, dans mes mandats, c'est un gain de temps sur quelque chose d'autre. Donc je les prends systématiquement comme ça. Et je pense, enfin, il faudrait que vous questionniez mes enfants, mais je les considère pas comme malheureux. Et bien sûr, ma fille, elle me le fait payer de temps en temps le soir, mais comme tous les enfants. Et des enfants qui ont une maman qui est à la maison tous les jours sont pas plus simples à vivre que nous qui sommes au boulot tous les jours. Donc, il faut un peu arrêter de se poser des questions. Je pense que quand je rejoins, quand on fait un métier qu'on aime et quand on va vers l'entrepreneuriat, c'est aussi par passion. Je pense qu'on amène des valeurs incroyablement positives dans ce qu'on donne à nos enfants. Et ça, c'est le plus beau message qu'on peut leur passer pour construire leur vie demain. Merveilleux message pour l'assistance, en tout cas. Sylvie Blanchon, vous êtes en temps partagé, DAF DRH chez Roulopac, entreprise de mécanique de 75 salariés à Bois-sur-Lignon, et dirigeante du cabinet Triade, conseil et prestations RH pour TPE, PME. Vous êtes présidente du club d'entreprise Foract, réunissant 85 membres, membre du bureau du MEDEF Loire-Sud et membre du conseil d'administration du groupement d'employeurs partagés. Là aussi, beaucoup de fonctions. Comme phrase qui vous ressemble, vous avez choisi « La féminité n'est pas une incompétence, ce n'est pas non plus une compétence » de Françoise Giraud, donc comme on le disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette phrase que vous avez... Alors c'est vrai que cette phrase m'accompagne depuis longtemps, elle est dans mon bureau, je la regarde régulièrement. Je crois qu'elle m'inspire deux pistes de réflexion. La première, c'est que François Giraud veut dire, c'est que la compétence n'est pas liée au sexe. Ni l'homme ni la femme ne sont compétents de par leur genre. Ni le genre ni le sexe ne peut justifier qu'un sexe soit plus compétent que l'autre. C'est notre culture, en particulier judéo-chrétienne, notre éducation, notre environnement social, qui ont amené certains à croire que par nature, la femme était moins compétente. Je crois que c'est la formation, l'apprentissage, les expériences multiples qui font que la femme, comme l'homme, devient compétent dans son métier. La deuxième piste est peut-être plus idéologique. Donc avant de développer mon propos, je voudrais quand même rappeler que beaucoup de femmes, tout au long de l'histoire, se sont battues, nous ont éclairées, ont mené de rudes batailles pour qu'aujourd'hui on soit des femmes libres dans nos choix de vie et aussi dans nos choix professionnels. Enfin, au moins dans ce pays, ici maintenant, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Mais je crois que cette phrase, au-delà de donner sa juste valeur à la femme, elle nous met à distance de discours féministes parfois un peu courts et simplistes. J'espère qu'il n'y a pas trop de féministes militants dans la salle, sinon je vais avoir des ennemis. Je crois qu'elle encourage la femme à ne pas se victimiser, à ne pas attendre les réformes sociétales pour évoluer dans sa condition de femme, et en particulier professionnelle. Elle nous encourage à nous prendre en main, à nous former, à acquérir les compétences, à ouvrir les portes, à oser et à avancer. C'est comme ça que les choses se font. On se rend bien compte que les lois, même si elles apportent une certaine légitimité aux choses, ne suffisent pas pour que nos droits avancent, et donc c'est à nous aussi à les prendre en main. Voilà. Par rapport aux propos de Louise, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans votre expérience professionnelle que vous avez retenu ou qui a fait écho pour vous? Mais c'est vrai que les typologies, même si c'est toujours ennuyeux de mettre les gens dans les cases, on les retrouve. Moi, par le club d'entreprise, je suis plus amenée à échanger avec des chefs d'entreprise hommes, parce que les femmes ne sont pas très nombreuses.
Donc je retrouve ces typologies. Ce qui m'a surpris, c'est quand vous avez parlé de cette sphère familiale qui entre dans l'entreprise aujourd'hui. Moi, je ne la ressens pas au quotidien. Je dirais que sur les femmes de notre génération, je ne vois pas de femme qui amènerait sa vie familiale à l'entreprise, ou très peu. On va l'accepter de nos collaboratrices, par exemple, où on va être à l'écoute de problèmes familiaux, etc. Mais nous, on va se donner pour devoir de vraiment cloisonner les univers et d'être à 150% au travail quand on y est. Et c'est vrai qu'il va y avoir des changements avec la nouvelle génération, cette génération Y, voire Z qui va arriver à une relation au travail tout à fait différente. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas culpabiliser à dire à 17h, bon, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, je m'en vais. Mais par contre, à 23h, lorsque les enfants seront couchés, ils vont se remettre sur un dossier et le lendemain matin, ils l'apporteront en disant, bah voilà, j'ai travaillé cette nuit. Et donc il y a effectivement une notion d'espace-temps entre le monde privé et le monde du travail qui n'est pas le même que nous, qui n'est pas cloisonné de la même manière. Par rapport à cette vie familiale, vous avez été surpris par les propos de Louise, Sophie Pincéry, sur cette... vous emmeniez vos enfants quand ils étaient petits à l'entreprise? Oui. Je suis plutôt d'accord que finalement on essaye de mettre en place des actions pour les collaborateurs, pour l'équilibre vie privée et vie professionnelle, qui pour moi un vrai enjeu, et de travailler du coup dans la sphère un peu plus du privé. Quand on voit, enfin moi je compare un peu il y a seulement 15 ans, on ne s'occupait pas beaucoup de l'environnement familial des collaborateurs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de frontières. Et de toute façon, je pense que vous allez tous être d'accord, le matin, si vous avez un pépin dans la famille, vous venez avec au boulot et ça vous bouffe la journée. Donc à un moment donné, il faut arriver à retrouver dans l'entreprise finalement des liens et des jointures et plutôt, pour moi, les accompagner à avoir une souplesse dans l'univers du travail pour leur permettre de vaquer à une urgence, à une occupation familiale, même dans la journée. Et nous, on le fait sur les 125 salariés, ouvriers inclus. Et ça amène alors, des gros mots, de la performance, de la productivité, de la baisse de l'absentéisme. Donc nous, chez nous, avec toutes les actions qu'on a menées, dont les congés parentaux aussi, parce que les réformes de l'éducation nationale, on n'est jamais consulté sur ces enjeux-là, mais ça bouleverse complètement nos organisations de travail. Et notamment le mercredi matin, pour nous, les ouvriers ou les employés ont eu des graves difficultés financières parce que payer quelqu'un pour aller chercher les enfants à midi. Donc on a mis en place des solutions pour leur permettre de partir à 11h, d'aller chercher les enfants à l'école, de retourner à l'usine ensuite. Ça, c'est toutes des petites actions de coopération finalement qui permettent à la fois eux de maintenir du pouvoir d'achat, nous de les accompagner dans leur sphère privée quand même, et donc là on s'immisce finalement, mais c'est dans une intelligence collective où on va se retrouver sur l'intérêt des organisations. Marlène Gallien, vous avez aussi des aménagements comme ça pour vos collaborateurs dans votre entreprise ou ça ne s'est pas trouvé? Ça se fait de manière plus informelle et moins organisée, mais c'est vrai qu'on est à l'écoute forcément. Récemment, j'ai une de mes collaboratrices qui m'a demandé justement de ne pas travailler le mercredi après-midi pour pouvoir s'occuper de ses enfants à un moment donné où elle en avait plus besoin. Et c'est vrai qu'au début, ce n'était pas forcément évident parce que ça crée forcément des contraintes dans l'entreprise. Donc il faut nous-mêmes s'organiser. Mais je l'ai fait parce qu'en effet, peut-être mon côté féminin et plus humain peut-être a fait que oui, je me mets à sa place et que forcément, voilà, on a trouvé une solution, on l'a fait. Et on s'est organisé pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est vrai que oui, on essaie de le faire quand on peut le faire. C'est pas toujours évident, mais on est forcément à l'écoute de ça. Et au coup par coup, vous le faites? Oui. D'accord. Je veux compléter sur les aménagements d'horaire. Nous, à 80%, c'est des hommes qui les demandent dans l'entreprise. Donc là aussi, il ne faut pas qu'on s'enferme, nous les femmes, en se disant, parce que souvent on dit, bah oui, mais toi, c'est une femme, c'est ton côté social, tu fais des trucs pour... Eh ben non, mon côté social est plus au profit des hommes dans l'entreprise. Donc c'est là où on se dit finalement il y a une nouvelle génération aussi, puis il faut quand même
enfin, être clair aussi, 2 divorces sur 3, moitié en garde alternée. A priori, si les pères demandent la garde alternée, c'est pas pour emmerder leur ex-femme, mais pour s'occuper de leurs enfants. Donc forcément, ils vont avoir besoin d'aménagement du temps, comme nous, on l'a dans la sphère du privé. Donc ça amène aussi un bouleversement des organisations du travail. Les hommes qui vous le demandent, c'est pour leurs enfants principalement? Ah, moi, c'est que de toute façon, les aménagements d'horaire ne sont que pour une année scolaire et un accompagnement. Donc ça va être des papas qui veulent emmener une activité sportive ou chez l'orthophoniste. Mais c'est l'objectif de l'aménagement. Alors, autre question, autre thème. Anne-Sophie Panseri, en quoi la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes, d'entreprises de grande ou moyenne taille, ou dans les collectivités, peut instaurer un autre mode de pensée ou une autre façon d'aborder les enjeux économiques? On est 55% de femmes à sortir des grandes écoles, enfin, ou des écoles en général. On est 45% de femmes actives. On est 30%, entre 25 et 30% de femmes chefs d'entreprise sur le territoire français. Et on n'est que 10% de mandataires. Donc à un moment donné, il faut se dire, si on veut que les choses bougent dans l'organisation, il faut quand même aller s'investir dans ces mandats patronaux. Parce que c'est légitimement qu'on a aussi un regard de mixité, mais comme on le ferait dans nos entreprises. Moi, je suis très attentive à la mixité, pas globalement dans l'entreprise, parce que ça, c'est un enjeu, mais après, c'est dans les postes, dans les fonctions dans l'entreprise, d'aller mettre des femmes en usine, d'aller mettre des hommes en comptabilité, en assistants commerciaux, j'applique finalement ce que je veux faire dans mon entreprise, dans mon investissement, dans des mandats patronaux, parce qu'il faut faire bouger les choses d'un côté et de l'autre, et qu'à un moment donné, voilà, on est des femmes d'action, on est là pour agir. Moi, ronchonner, ça m'intéresse pas, ça fait perdre du temps là pour le coup. Donc, et mon énergie en plus, donc tant qu'à faire, il faut aller faire bouger les choses, et puis relever les manches et faire, et aller au prud'homme, dans les chambres de commerce, au travers des syndicats patronaux, bien sûr. Mais c'est un enjeu, c'est un vrai enjeu d'action, et pas que, parce que aujourd'hui avec la loi Copy-Zimmermann, il y a aussi les conseils d'administration. Moi, je suis rentrée dans une boîte cotée second marché, et c'est au niveau apprentissage, connaissance pour soi en tant que chef d'entreprise, et ça vaut toutes les formations du monde, quoi. Donc il ne faut pas le prendre comme aussi du temps qu'on passe, une surcharge de temps. C'est ma formation continue. Moi, je vois tous mes mandats comme ça. Quand on est à l'URSSAF, tout ce qu'il ne faut pas faire, on l'apprend vite et on contrôle chez soi si on fait les mêmes conneries que d'autres et qui se font avoir, quoi. Donc oui, on donne du temps, mais quand on est rentré dans le système, on apprend tellement plus que ce qu'on donne au final pour sa conduite, pour ses propres connaissances. C'est gagnant-gagnant. Largement, oui. Sylvie Blanchon, par rapport à tous ces mandats, la représentativité, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce qui est important, c'est la mixité, que ce soit sur les syndicats patronaux ou dans les conseils d'administration. Les hommes sont aussi contents qu'il y ait des femmes à côté d'eux, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas machos, qui apprécient de travailler avec des femmes, qui savent leur reconnaître les compétences qu'elles ont. Donc quand on s'engage, enfin, moi dans mes engagements, je m'engage en tant qu'individu, mais pas forcément en tant que femme. Bien Et sûr. je crois que c'est ça qui est important, c'est le partage d'expériences qu'on vit les uns les autres. C'est effectivement un lieu de formation, parce qu'on apprend plein de choses, et c'est aussi l'envie de servir en tant que professionnel, que citoyen, pour faire avancer effectivement le collectif et les idées. Pas de résistance, vous n'avez pas senti de la part des hommes parfois des résistances Moi, dans mes expériences diverses, non. Alors, c'est vrai que ça ne veut pas dire que les femmes n'en ont pas, ça c'est évident. Mais je crois aussi que si on ne se pose pas cette question, ça aide à ne pas avoir des comportements résistants face à nous aussi, je crois. Alors ça peut être un peu court de dire ça, mais ça induit des comportements plus positifs si on est sûr de soi et que voilà, sa féminité ne pose pas de problème. A priori, il n'y a pas de raison qu'elle la pose aux autres.
Marlène Gallien, dans le cadre de cette transmission familiale, et puis après, Anne-Sophie Panseri pourra également témoigner, comment vous est venu ce goût d'entreprendre? Voilà, ça a commencé très tôt. En fait, j'ai baigné dedans, un petit peu, je pense pareil, de la même manière. Moi, l'entreprise, elle était en fait à la maison. Donc, quand je parle, c'est par rapport à mes parents. Mon père a monté l'entreprise et c'est vrai qu'au tout début, les bureaux étaient dans la maison. Donc, on était déjà dans ce schéma, on peut dire. Et ça pouvait être parfois très pesant. Mais en même temps, c'est ce qui a fait que j'ai baigné vraiment dedans, que j'ai découvert ce milieu. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Ce goût d'entreprendre, on va dire, il s'est transmis en fait naturellement par mon père. Ces valeurs, comme on le disait tout à l'heure, en fait, elles se sont transmises inconsciemment, naturellement. En tout cas, elles sont présentes. Et parce que ça fait des années que je suis dans ce milieu, en fait. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, je dirais, tout simplement, en fait. Et vous, qu'est-ce que... Moi, je jouais au landau dans l'usine, donc j'ai retrouvé des photos il n'y a pas très longtemps. Oui, enfin, en même temps, je suis née dedans, mais en même temps, j'ai toujours été en révolte en me disant, mais jamais de la vie je ferais ça, c'est un métier de dingue, mon père est jamais là. En plus, je mange à je sais pas quelle heure le soir parce qu'il n'arrive jamais à une heure raisonnable. Je l'appelais tous les soirs pour qu'il rentre, parce qu'à 9h, j'avais faim. Et du coup, on avait le droit à des avocats 3 jours par semaine parce que c'était rapide à faire. Donc, et pourtant, ben voilà, je pense qu'il y a des valeurs qui rentrent quand même avec le temps. Et puis à un moment donné, on y va, quoi. Et après 3 ans chez Decathlon, c'est moi qui ai postulé et j'ai fait le parcours un peu du combattant, mais passionnant. Et quand mon père a vendu le groupe familial, ben, j'ai racheté l'activité que je gérais déjà depuis 10 ans. Là aussi, sur l'échantillonnage et sur le réseau des FCE, nous on travaille beaucoup sur la reprise d'entreprise. Il faut absolument que les femmes aillent sur la reprise d'entreprise. Parce que je pense que trop dans les analyses de l'entrepreneuriat féminin au niveau de la création d'entreprise, on part d'abord sur la création de son emploi, parce qu'on en a ras-le-bol de l'environnement dans la boîte dans laquelle on était, sur lequel on sent qu'on n'a pas d'évolution, que la compétence n'est pas reconnue. Et on oublie cette action aussi sur la reprise. 60 000 entreprises meurent chaque année parce qu'il n'y a pas de repreneurs. En gros, 300 000 emplois qui sont détruits en même temps. Alors que là aussi, parce que créer une boîte, je peux vous dire, parce que moi j'en ai racheté 3 et j'en ai créé une, et ben j'ai mis 100 fois plus d'énergie dans la boîte que j'ai créée que toutes les autres que j'ai reprises. Parce que quand vous reprenez, vous arrivez à équilibrer et à arbitrer sur vos temps, parce que vous avez une équipe autour de vous, vous avez des compétences. Et parfois, voilà, je trouve que là aussi, on manque d'ambition et de se dire, on y va. Et c'est pour ça qu'il faut aussi travailler le financement de la reprise, parce que les banques sont toujours un peu frileuses encore aujourd'hui sur la reprise d'entreprise par les femmes. Donc il y a des vraies actions à mener. Et là aussi où je rejoins, il y a eu la discussion sur la santé du dirigeant. Nous, ça va être notre congrès cette année. On fait une grosse étude avec Olivier Torres sur ce sujet-là. Et je pense que justement, on prend un peu à revers, où on nous reproche toujours, nous les femmes, de ne pas oser. Et là, on va oser mettre ce sujet sur la table parce que c'est un sujet important, que l'activité, le flux d'informations entrant dans nos entreprises nous met à mal régulièrement aussi, met à mal nos équipes et la difficulté, alors je n'emploierai pas le mot burn-out parce qu'il est galvaudé et il faut garder dans sa dimension, mais auprès des hommes, chefs d'entreprise, ça fait un vrai ravage en ce moment. Et je pense que nous, en tous les cas, nous, on a décidé d'oser aborder ce sujet et de dire qu'il faut trouver des pistes pour se protéger, pour protéger nos entreprises de fait, parce que si le dirigeant tombe, l'entreprise tombe. Et c'est un vrai sujet pour moi, vraiment, de société. Alors, 2 transmissions d'entreprise avec le goût d'entreprendre par les parents, les pères, visiblement. Sylvie Blanchon, vous, c'était une création. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ? Je crois que c'était un vieux rêve lorsque je suis sortie de Subdeco. C'était déjà à l'esprit. Et puis après, je dirais que les expériences professionnelles m'ont emmenée sur d'autres routes. Il y a un peu plus d'1 an, il y a une opportunité qui s'est présentée, puisque dans mes missions en temps partagé,
J'ai arrêté une de ces missions et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis voilà, les choses se sont faites toutes naturellement. Mais c'est vrai que par rapport au club d'entreprise que je vois, des femmes chefs d'entreprise comme vous, souvent le sont par héritage, hein, quand ce sont des entreprises industrielles ou de BTP. Mais la plupart du temps, les femmes qui dirigent l'entreprise, ce sont des services, ce sont des professions libérales, etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai frein. Je crois que les femmes n'osent pas le plafond de verre, elles se le créent toutes seules. Elles n'osent pas aller vers la reprise de sites industriels ou de BTP. Alors certainement que les banques aussi peuvent être un frein, mais je crois qu'elles s'auto-limitent aussi dans ces possibilités, et c'est dommage parce qu'elles ont toutes les compétences. Depuis la crise de 2008-2009, il y a des études qui ont été faites, et les femmes qui dirigent des PME ont souvent de bien meilleurs résultats, des croissances bien meilleures, et en tout cas ont bien mieux maintenu leur marge depuis. Alors il ne faut pas avoir des raccourcis hâtifs et se dire les femmes sont bien meilleures, mais souvent elles s'obligent à être toujours au top niveau parce qu'elles se sentent observées tout le temps, elles pensent qu'elles n'ont pas droit à l'erreur, donc elles sont toujours dans la performance, dans l'excellence, qui explique aussi des résultats qui sont certainement meilleurs. Et donc je crois qu'elles n'ont pas de complexe à avoir et que ces opportunités-là, les saisir aussi. On est en train de créer des tas de vocations. Là, je vois qu'il y a pas mal de jeunes. Ils vont tous repartir avec des envies de créer et surtout des envies de reprendre. Alors, c'est formidable. Alors, j'avais une question encore, Sylvie Blanchon. Pensez-vous que les femmes disposent d'atouts spécifiques pour s'inscrire dans une démarche différente de management? Et si oui, lesquels? Par rapport à tous les gens que vous recrutez, vous êtes quand même dans le recrutement, qu'est-ce que... Bon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un management féminin différent d'un management masculin. Donc l'idée, c'est pas d'opposer l'un à l'autre, mais on se rend compte que malgré tout, les femmes managent d'une manière un peu différente. On l'a évoqué précédemment pour diverses raisons. Elles sont souvent plus à l'écoute, plus attentives à leur équipe. Elles sont souvent plus bienveillantes. Elles mettent un peu plus la forme que peuvent le mettre les hommes. Et moi, souvent, quand je les entends parler, elles utilisent beaucoup plus le « nous ». Quand elles veulent parler performance, elles disent souvent l'équipe, nous, alors qu'un homme aura tendance à plus utiliser le « je ». Donc ça crée souvent un bien-être au travail quand même qui est meilleur, un climat, un esprit d'équipe meilleur, et donc une meilleure disposition à l'innovation. Vous en avez parlé, Louise, tout à l'heure, et c'est vrai que sur des équipes managées par des femmes, la dimension innovation, créative et esthétique aussi sont plus développées. Marlène Gallien, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que les atouts spécifiques des femmes managers, parce que vous avez une sœur qui manage son entreprise, puisque l'entreprise familiale, c'est un frère donc, qui a une entreprise, qui a repris la scierie du père, et c'est une sœur qui a repris les palettes, et vous, au niveau, donc vous êtes 3. Et il y a 2 femmes, alors... Et on est complètement différentes l'une de l'autre. Déjà, ça c'est intéressant, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Et c'est marrant parce qu'on a chacun en effet notre affaire, on va dire, bien que c'est une entreprise familiale. Oui. On peut s'engueuler des fois très fort, oui. mais on se réconciliera toujours parce qu'on est sœurs, on a grandi ensemble et on se connaît tellement bien qu'on connaît les défauts et les qualités de chacune. Mais on est très différentes en effet, je pense, dans la façon de faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de schéma forcément type. Pour moi, quand j'ai démarré, par exemple, la difficulté, c'était pas d'être une femme, mais c'est mon expérience à moi. Je suis privilégiée parce que j'ai hérité, on peut dire, d'une entreprise quelque part. Mais c'était de démarrer en étant jeune. J'étais toute jeune et j'avais pas d'expérience. Et pour moi, c'était ça la difficulté. C'était vraiment de m'affirmer et de me faire cette expérience. C'est d'être capable de prendre des décisions qui étaient importantes, parce qu'il fallait pouvoir prendre des décisions qui, pour moi, à l'époque, qui paraissaient inatteignables, dans le sens où on sort d'école, on ne connaît rien. Enfin, on a l'impression en tout cas rien de connaître quand on est vraiment dans le concret. Donc c'était ça pour moi la difficulté. Et j'ai jamais vraiment fait de différence entre l'homme et la femme. J'ai essayé de diriger, de gérer mon entreprise comme n'importe qui. Par contre, c'est vrai qu'en évoluant, forcément, on les voit de plus en plus, ces différences. Enfin, aujourd'hui, je les vois en tout cas, davantage. Et c'est lesquels? C'est lesquels? C'est peut-être un petit peu des stéréotypes, c'est vrai. Mais le côté plus humain, le côté peut-être plus à l'écoute. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me perçois et que je vois un petit peu l'entourage autour de moi. J'ai l'impression, oui, que les femmes, on est un peu plus à l'écoute, on a un côté plus humain. Et le travail en équipe, on en fait partie. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti. Et puis peut-être aussi dans une relation plus directe aussi, comme ce qui en ressortait, moins formelle. Voilà, on dit les choses peut-être plus facilement.
voilà, c'est un petit peu mon ressenti à moi de mon côté, mais après encore, chacun est différent. Voilà, Et alors, votre sœur, c'est différent, c'est le manage comment? ça, je vais pas répondre à sa place. Non, Mais la vision que vous en avez, sans... elle a pas le même, comment dire, son domaine d'affaires est un petit peu différent. Donc, je ne peux pas vraiment comparer. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus directe que moi dans sa façon de manager. D'accord. Donc, on reste quand même dans cette constance. Moi, je suis plus peut-être dans le management participatif. Oui. Elle est peut-être plus dans le direct. On dirait peut-être un côté plus masculin, mais ça, c'est les stéréotypes. Voilà. D'accord. Moi, je dirais que quand une femme veut manager comme un homme, ça crée quand même des problèmes parce que elle n'est pas en adéquation avec les attentes comportementales liées à son genre. Par exemple, la colère. Quand un homme se met en colère, on dit ouais, il a du caractère, il en impose, puis il s'est bien imposé dans son équipe. Une femme qui se met en colère, on dit mais c'est une hystérique. Donc on est tout de même amené à manager un peu différemment et ça correspond certainement mieux à notre nature, mais on se rend compte que c'est une difficulté, une femme qui serait amenée à avoir des comportements uniquement masculins. Une femme s'inscrit plus comme leader que comme manager, je trouve. Alors, autre question, Anne-Marie Panseri. Pensez-vous que la femme chef d'entreprise est plus novatrice pour trouver des solutions d'harmonisation des temps de travail et temps de vie privée? Vous l'avez un petit peu abordé déjà. Est-ce que vous avez pu le repérer de façon constante? Vous avez parlé de votre expérience à vous, mais dans vos femmes chefs d'entreprise, dans votre réseau, qu'est-ce que vous avez pu repérer à ce niveau-là? Plus innovantes que les hommes? Oui. Écoutez, moi j'ai pris plein d'idées d'actions que j'ai menées dans l'entreprise en partageant avec des hommes chefs d'entreprise. Donc, moi je reste sans mégarde sur le fait que pourquoi on serait plus innovante sur tel ou tel sujet. Je pense qu'on est des médiatrices nées. Oui. Parce né, que c'est né, né, ouais. Parce que c'est le rôle, c'est pour moi c'est notre éducation. On veut, c'est pas inné. voilà, on veut que tout se passe bien dans la maison, que les choses, donc on est plus dans l'échange et dans la coopération. Là-dessus, je suis assez d'accord. Après, moi, quand on revient sur la femme, quand elle se met à crier, c'est une hystérique, c'est aussi une façon de nous mettre dans un schéma pour dévaloriser le moment où on doit crier. Et voilà, je fais attention, moi, à cette perception-là, parce que c'est aussi encore une façon de nous placarder, et je ne voudrais pas qu'on reste sur ce type de regard du management féminin ou masculin. Moi, j'ai des femmes autour de moi qui sont très dures, qui sont dans des managements de décision et qui ne sont pas du tout dans l'écoute. Voilà. J'ai aussi d'autres femmes qui seront plus comme moi sur l'écoute de l'échange et qui mettront plus longtemps à prendre une décision. Voilà, mais je pense qu'on est autant de femmes dans la salle qu'on va avoir de façon d'appréhender notre management et notre histoire va nous faire évoluer aussi. Voilà, j'ai eu des moments où j'étais très dans la décision parce que j'avais une prise de risque financière. Quand j'ai racheté la boîte de la société, j'ai fait un investissement de 4 millions d'euros, je faisais 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je peux vous dire que j'avais des sueurs la nuit, le week-end et les vacances quand j'en prenais. Donc je pense que j'étais odieuse, quoi. Parce que là j'étais dans l'objectif, la rentabilité. Hein. Et puis après avoir connu des coups difficiles dans l'entreprise, je suis rentrée plus en douceur. Quand j'ai rencontré les réseaux féminins, je suis rentrée aussi plus dans l'échange, dans la compréhension de notre rôle de femmes chefs d'entreprise, parce que je pense que c'est à nous, à la tête de nos boîtes, de mettre en place les choses, les valeurs qu'on porte et la vie qu'on veut pour nos collaborateurs, mais aussi la vision qu'on veut pour nos enfants finalement. Et ça, j'en ai pris conscience dans les rencontres des réseaux féminins, parce que quand j'étais à la tête de ma boîte, j'étais pas du tout dans
dans ce schéma-là. Donc j'ai pris un virage à 180 degrés à un moment donné. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui nous façonne et qui nous font évoluer sur notre façon de manager. Alors, avant qu'on donne la parole à la salle, qui doit avoir multiples questions, est-ce que vous avez un point de témoignage ou un message que vous souhaitez donner encore dans vos activités, dans votre vision du management, ou par rapport à ce qu'a dit Louise ou autre, ou est-ce qu'on passe aux questions? Est-ce qu'il y a vous répondrez aux questions au fur et à mesure? Alors, je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions qui sont arrivées. Je ne sais pas qui c'est qui fait circuler les micros. Après, oui. Ah. C'était mieux que je fasse intervenir Catherine d'abord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un accepterait de se lancer? Merci. C'est moins une question qu'une remarque et une appréciation. J'ai apprécié, Madame Pansery, que vous posiez le rôle de nos maris. C'était une question que j'avais en suspens. Et effectivement, ça fait aussi partie de l'équilibre. Quand on entreprend, est-ce qu'on a choisi le bon compagnon ou pas? C'était une question, vous l'avez évoquée, j'ai trouvé que ça faisait partie aussi du débat. Merci. Autre question. Oui, bonjour. Moi, j'ai bien aimé, Madame Pansery, votre discours. Parce que je pense qu'effectivement, il faut un petit peu casser ces stéréotypes où on dit que la femme est plus douce et risquer, si on se met en colère, d'être cataloguée comme hystérique. Ceci étant, comment gérez-vous, vous avez parlé de la santé du chef d'entreprise, comment gérez-vous le stress qui est inhérent à la fonction de chef d'entreprise? C'est-à-dire cette angoisse, vous avez évoqué tout à l'heure, vous aviez investi 4 millions dans une entreprise qui en faisait 8, qui faisait 8 millions de chiffre d'affaires. Quelles sont vos stratégies pour gérer ce stress qui existe au quotidien, qui est à votre heure, mais qui existe? Si j'avais la recette, je ferais fortune. C'est impossible de vous répondre à ça. Je pense que l'équilibre qu'on a dans nos vies forge aussi cette façon de lâcher la soupape. Moi, petit à petit, j'ai appris aussi à lâcher prise le week-end et à être vraiment avec mes enfants. Voilà, alors qu'avant, je travaillais tout le temps. Je repartais effectivement en fin d'après-midi et puis je me remettais à bosser à 10h du soir jusqu'à 1h, 2h du matin et à 6h, je suis debout et ça repart, quoi. Donc, c'est impossible de donner un élément secret. Ce que je suis sûre, par contre, c'est plus on a une vie équilibrée, plus on a aussi des jardins secrets. C'est-à-dire qu'on a des moments pour nous, les femmes, où on fait des choses qu'on aime. Enfin, moi, je suis une passionnée de la mer, donc l'univers de l'eau me repose, m'apaise. Donc chacun, on doit trouver cet environnement pour trouver son équilibre, mais c'est impossible. Enfin, c'est un monde qui est difficile, quoi. Je me réveille la nuit avec des palpitations, comme toute chef d'entreprise, avec des appréhensions, avec des réponses à des questions que je me posais il y a 2 jours avant, puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi j'ai la réponse qui arrive. Et maintenant, je note parce que j'ai la mémoire qui flanche, et passé 50 ans, c'est pour ça. Et voilà, mais non, je ne peux pas vous répondre à ça. Beaucoup d'amis, beaucoup de convivialité, du bon vin, bien à manger. Moi, j'ai une chance de dingue parce que j'ai un mari qui est un fou de cuisine, donc qui me fait à manger tous les week-ends pour toute ma semaine, mais je ne vous le prête pas. Et il range la cuisine après avoir fait à manger, et il fait les courses. Donc voilà, on a chacun notre petit jardin secret. Donc choisissez bien vos maris, mesdames. Marianne Gallien, le stress, vous le vivez sans doute.
Oui, c'est clair. Les questions sans réponse. Bah, c'est compliqué, oui, c'est sûr, hein, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai un peu plus lâché, on va dire, par rapport au tout début, où on est vraiment à 300%. On comprend à un moment donné qu'il faut aussi se donner du temps, parce que sinon on ne tiendrait pas dans la durée, c'est clair. Hein. C'est les nuits aussi. On fait pas des cauchemars, mais en tout cas, on a les pensées, c'est sûr. On pense très très souvent au boulot, parce que c'est notre vie, quelque part. Donc avec le temps, oui, avec le temps, on arrive plus à lâcher prise. Et puis moi, c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, en tout cas, c'est une entreprise familiale, il y a mon frère, ma soeur et mon père. Et on partage malgré tout le poids de cette responsabilité. Et le fait de partager, c'est tout bête, mais quelque part, ça soulage. Bien on sûr. ne se sent pas complètement être le maître du destin de toute la société. On partage ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve intéressant de voir des jeunes qui, justement, on parlait de communauté, des jeunes qui s'associent pour créer des entreprises. Je trouve ça intéressant parce que ce qui peut être un frein à la création d'entreprises, c'est justement ce poids de ces responsabilités et ce stress que ça peut engendrer. Et le fait de les partager, je trouve, après il faut trouver en effet le bon partenaire, le bon associé, mais le fait de les partager, ben justement, ça permet de soulager ça, et je pense que les créations d'entreprises, on en voit de plus en plus des jeunes qui s'associent. Entre autres enfin, pas mal d'entreprises qui se regroupent. Je trouve ça très bien, très intéressant. Je pense que comme ça, on va développer la création d'entreprises, en tout cas chez les jeunes, et ça, je trouve ça très bien. Je pense aussi que vous qui êtes engagés dans des réseaux, puisqu'il y a un certain nombre de réseaux ici, moi c'est ce que j'ai trouvé dans le réseau aussi, c'est ce lâcher prise, de pouvoir se parler entre nous. Enfin, moi ça m'a fait beaucoup de bien à un moment donné, de pouvoir partager, de pouvoir oser dire les choses qui me mettaient des nœuds et que je n'arrivais pas à partager dans mon syndicat patronal, parce que j'avais un peu la trouille d'être jugée aussi, pas encore assez, peut-être sûr assez. Mais je pense que les réseaux féminins ont ça aussi de cet accompagnement qu'on peut avoir sur notre quotidien. Et souvent, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est dans les rencontres entre nous où on partage finalement ces moments de difficulté. Parfois la misogynie au quotidien, parce que moi-même en tant que chef d'entreprise, je me suis pris des scuds de mes salariés de temps en temps, ils ne sont pas restés. Hein, j'ai quand même pris le scud. Où j'avais besoin de lâcher, de pouvoir échanger avec d'autres femmes, et c'est souvent d'autres femmes qui m'ont dit mais moi j'ai vécu ça. C'est un peu quand on se retrouve entre mamans à baratiner sur nos enfants et on se dit bah chouette, il n'y a pas que moi qui ai des enfants comme ça quoi. Et ben je pense que le réseau féminin apporte ça aussi, de ce moment de partage où il y a des moments qui sont difficiles dans le management, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Et ce lâcher prise, c'est aussi une soupape, une ventilation finalement, de se dire voilà, c'est chouette quand une autre femme peut nous aider à trouver le bon chemin ou sortie de chemin justement pour arriver à nous aider à résoudre notre problème. Et ça c'est aussi important. Partager son stress. Merci à toutes, c'était très intéressant. Merci. Alors pour animer la pause ludique qui va suivre, j'appelle Virginie Montmartin. Merci Louise pour la qualité de ton intervention. J'ai vu beaucoup de têtes faire comme ça toute la soirée. Je crois que beaucoup de femmes se sont reconnues dans tes propos. Tu nous as parlé d'entrepreneuriat au féminin, d'entreprises menées, tenues par des femmes. Il faut savoir que nous, dans la Loire, on a beaucoup d'entreprises managées au féminin. Pour que tu puisses repartir avec un petit peu de Saint-Étienne dans tes valises, 3 d'entre elles, et pas des moindres, des entreprises dont nous sommes très très fiers, t'ont fait ces magnifiques cadeaux. Alors je vais te raconter un petit peu leur histoire quand même. Tu vois, j'ai cru comprendre que tu étais amatrice de chocolat. On a une entreprise chez nous qui s'appelle les Chocolats Weiss, entreprise chocolaterie stéphanoise fondée en 1882. Voilà, ils ont reçu Clémentine Alzial, la gérante, mène une entreprise de 110 collaborateurs, représentés dans le monde entier, en Europe, au Japon, aux États-Unis, tu pourras en acheter aussi chez toi. Ils ont même reçu le Grand Prix d'excellence européenne. Voilà. Tu as ici, alors je ne vais pas l'ouvrir, mais je vais quand même raconter ce qu'il y a dedans, parce que c'est un cadeau ultra personnalisé, c'est une lampe d'éco-féminin pour remercier Louise Saint-Arnaud avec l'illustration de Wonder Woman. Ça peut être que signé Cadeau Maestro, c'est notre petite start-up à nous qui monte.
C'est un vrai modèle économique puisqu'ils ont quand même fait 56% de croissance l'année dernière. Un modèle de management, sa gérante, Charline Sagnard et son conjoint, Sylvain Bruyère, ont été élus dans les 100 meilleurs patrons de l'année, selon le journal de l'économie en 2016. Et ils accumulent les lots et les voilà. Tu ramènes un peu de soleil français dans ta forêt, un hamac offert par la maison Domino Habitat. Domino Habitat, c'est le spécialiste du mobilier d'extérieur haut de gamme et design. C'est une entreprise aussi familiale stéphanoise qui est menée par deux sœurs qui tiennent leur entreprise avec beaucoup de poigne et de courage. Elles sont aussi leaders nationales sur leur secteur d'activité et on est aussi très très fiers. Pour vous remercier pour vos témoignages et la qualité de vos témoignages, nous avons aussi fait des sacs illustrant le savoir-faire ligérien au féminin. Parce que chez nous, on a aussi ces femmes qui sont très très proches de leur savoir-faire, de leurs produits. Donc vous avez des petits cadeaux, offerts par Cadeau Maestro, encore, des chocolats Base, la torréfactrice stéphanoise Cécile Chapuis, aussi, qui vous offre du café, Marie et les épices, Marie Charbonnier est productrice de safran à un quart d'heure de Saint-Étienne, voilà, et le journal Maestria, dont la fondatrice et développeuse n'est personne d'autre que Gisèle Rivière-Terol, ici présente. Merci Gisèle. Cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de la ville de Saint-Étienne, sans le soutien du département de la Loire, Régis Juanico, ici présent, le M Lyon, Mademoiselle Lindler, et ses filles, Cadeau Maestro, Chocolat Base, Café Chapuis, l'Essor, Maestria, Winpool et ICE. C'est aussi grâce à l'implication forte du collectif organisateur que cette soirée a pu avoir lieu. J'appelle à venir sur scène Virginie Montmartin, qui représente l'association BPW et Femmes et Business. J'appelle Emmanuel Bessot pour la CPME Loire. J'appelle Marie Blondeau, Gisèle Rivière-Terol et Laure Sylvestre pour Femmes et Business. Marie Beaubuffet, c'est ça? Voilà, Annick. Et enfin, pour terminer, j'appelle Catherine Vaganet et Lucie Deville pour le M Lyon. Et Annie Dissico. Et Annie Dissico. Annie Dissico pour la fête. Alors, si vous le voulez bien, je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Alors, je souhaiterais terminer cette soirée par un proverbe africain. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et ensemble, ce sont les femmes avec les hommes. Ce sont les jeunes avec les seniors. Ce sont aussi les chrétiens avec les musulmans, les juifs, les bouddhistes et les hindouistes. On va quand même avant remercier la chef d'orchestre de cette manifestation. Je crois qu'on peut le dire vraiment très très fort. Elle a mis tout son cœur, toute son énergie, toutes ses compétences. Merci beaucoup Marie-Violette et bravo pour tout ce que tu as fait. Merci Gisèle, merci beaucoup.